Statistique déprimante du moment, 95% des régimes échouent dans les 2 ans. 95%. C'est le chiffre qui devrait nous faire réfléchir. Pas sur ta capacité à tenir un régime, mais sur le fait qu'on te propose depuis des décennies des solutions qui ont un taux d'échec de 95%. Avec un taux d'échec de 95%, les autorités sanitaires le retireraient du marché. Mais un régime, avec ce même taux d'échec, on continue à le proposer et on dit aux patients « c'est toi qui n'as pas assez de volonté ». C'est peut-être pas toi, c'est peut-être le régime. Aujourd'hui, on parle de pourquoi les régimes classiques échouent systématiquement et surtout ce qui fait que le keto fonctionne différemment, pas parce que ça demande moins de volonté, mais parce que ça marche sur les bases biologiques qui font vraiment maigrir. Je suis Anna et sur cette chaîne, on ne te vend pas de rêve. On analyse ce qui fonctionne réellement et pourquoi. Cette vidéo, c'est une explication qui peut te sauver des années de frustration. Parce que comprendre pourquoi les régimes échouent, c'est comprendre comment en trouver un qui ne va pas échouer. Abonne-toi et on décortique ça ensemble. Le régime hypocalorique classique et pourquoi il combat contre ton propre corps. C'est le fondement de pratiquement tous les régimes populaires des 50 dernières années. L'idée est simple, presque trop simple. Pour perdre du poids, tu dois être en déficit calorique, manger moins que tu ne dépenses. Sur le papier, c'est une vérité mathématique. Et les gens qui suivent cette logique rigidement, oui, ils maigriront, temporairement. Le problème, c'est ce qui se passe dans le corps pendant ce déficit. Quand tu réduis drastiquement les calories sans changer ce que tu manges, juste les portions, tu envoies un signal clair à ton organisme. Il y a une famine. Et ton corps, qui s'est construit sur des centaines de milliers d'années d'évolution dans un environnement où la famine était une vraie menace, réagit en conséquence. Il baisse ton métabolisme basal. Pas beaucoup au début, mais progressivement, semaine après semaine, ton corps brûle moins au repos. C'est un mécanisme de survie. Si les calories sont rares, autant les économiser. Il augmente ta sensation de faim. Ton cerveau relâche plus de gréline, l'hormone de la faim, pour te pousser à manger plus. Les signaux de satiété deviennent moins clairs, et il se met à préserver les graisses. Parce que les graisses, c'est de l'énergie stockée. Dans son calcul de survie, le corps préfère brûler le muscle, qui coûte cher en maintenance énergétique, plutôt que ses réserves de graisse. Résultat, tu perds du poids. Mais une part importante de ce poids, ce n'est pas de la graisse, c'est du muscle. Du muscle qu'il te faudra des mois pour récupérer, et qu'on appelle masse maigre, ce qui veut dire que ta composition corporelle s'aggrave même si le chiffre sur la balance s'améliore. Et pendant ce temps, tu as faim, vraiment faim. Pas parce que tu as manqué de volonté, mais parce que ton cerveau t'envoie un signal biologique clair. Il manque de calories, il faut manger. Combien de temps peux-tu résister contre ton propre cerveau? Pour certains, quelques semaines, pour d'autres, quelques mois. Mais c'est une bataille chimique contre une machine qui a des millions d'années d'expérience. Et le taux d'échec de 95% montre exactement qui gagne cette bataille généralement. Le régime équilibré à base de glucides et la glycémie qui ne se stabilise jamais. Le régime équilibré que ta médecin ou un nutritionniste classique te recommande suit généralement les guidelines officielles. 50% de glucides, 30% de protéines, 20% de graisses. Idéalement des céréales complètes, des protéines maigres et des graisses insaturées. Ça semble raisonnable, ça semble scientifique, et c'est fondé sur des recommandations officielles. Le problème, c'est invisible, mais il se passe dans ton sang toute la journée. 50% de glucides, ça veut dire que tu manges du pain, des pâtes, du riz, des fruits, des produits transformés à base de céréales à chaque repas. Et chaque repas provoque un pic de glycémie. Pas dramatique pris seul, mais répété 3 fois par jour, 7 jours par semaine, pendant des mois et des années, c'est un stress constant sur le pancréas. Ton insuline monte à chaque repas pour gérer ce glucose. Et il y a un mécanisme méconnu. À chaque pic suivi d'une chute, tu ressens une fringale. Le déjeuner à midi provoque un pic, une chute et une envie sucrée à 15 heures. Cette collation de 15 heures déclenche un nouveau pic, une nouvelle chute et une envie à 18 heures. Puis le dîner refait la même chose. T'es dans une dynamique de fringale constante. Et chaque fringale, tu dois la résister par la volonté, jour après jour. C'est épuisant et c'est pas tenable longtemps. En plus, ce cycle constant de pics et chutes d'insuline sur des mois et des années est exactement ce qui développe la résistance à l'insuline. La situation où tes cellules cessent de réagir correctement à l'insuline, ce qui rend encore plus difficile la perte de poids. Le régime low-fat qui te fait manger plus sans te rassasier. Les années 80 et 90 ont vu l'émergence massive du dogme « faible graisse égale santé ». Et les industries alimentaires se sont engouffrées dans la brèche. Mais il y a un problème fondamental. Les graisses sont le macronutriment le plus satiétant. Quand tu les réduis, tu dois les remplacer par quelque chose d'autre. Et ce quelque chose, c'est généralement du sucre. Un yaourt 0% au lieu d'un yaourt entier. C'est pareil en protéines et glucides, mais avec 15 à 20 grammes de sucre ajouté au lieu des graisses naturelles.
Une vinaigrette light contient souvent du sirop de glucose, parce que sans l'huile qui porte les arômes, il faut du sucre pour avoir du goût. Donc tu as un régime avec peu de graisse, tu es moins rassasié après les repas, parce que les graisses rassasient vraiment, et tu manges plus pour compenser. Tu doubles parfois la quantité de calories tout en pensant que c'est plus sain parce que c'est sans graisse. Et le pire, même si tu manges plus en termes de volonté de manger, les chiffres caloriques restent relativement bas. Donc la perte de poids peut arriver, mais tu souffres, tu as faim, tu combats en permanence. Combien d'années peux-tu vivre en ayant faim à chaque repas ? Presque personne ne tient plus d'1 ou 2 ans. Le régime flexible ou comment devenir obsessionnel sans le savoir. Ensuite, il y a toute la catégorie des régimes flexibles ou durables. Des approches sensées, supposément, qui disent « tu peux manger un peu de tout, il faut juste compter les calories ». En théorie, c'est vrai. Sur le papier, c'est plus humain que « supprime tous les glucides » ou « supprime toutes les graisses ». En pratique, ça génère une obsession silencieuse. Tu dois maintenant compter tes calories, pas approximativement, réellement pour que ça fonctionne. Chaque aliment pesé, étiquette lue, taille de portion vérifiée. Certains jours, tu auras plus faim que d'autres, mais tu devras respecter ton budget calorique même si ton corps te crie qu'il a faim. C'est un régime qui transforme l'alimentation en mathématiques, en data à tracker, en source permanente de stress et de culpabilité. Tu oublies une portion à tes calculs, tu vas trop loin, la honte arrive. Et ici, c'est particulièrement traître. C'est pas un régime restrictif en apparence, tu peux manger de tout, mais c'est profondément obsessionnel en pratique. L'obsession est juste masquée sous une apparence de flexibilité. C'est peut-être pire que les régimes clairement restrictifs, parce que tu crois que tu fais quelque chose de sain et flexible, alors que tu dépenses ton énergie mentale tous les jours à des calculs alimentaires. Le régime tout ou rien, et l'effet yo-yo garanti. Puis il y a l'approche extrême. Régime très strict pendant quelques mois, perte de poids rapide, puis arrêt complet. C'est séduisant parce que c'est court et intense. Je fais un régime pendant 3 mois, je perds 10 kilos et c'est fini. Ça paraît réaliste. Et ça fonctionne, techniquement, pendant 3 mois. Mais quand tu arrêtes, quand tu reviens à ton alimentation d'avant, tout revient. Non seulement ton poids revient, mais il revient plus agressivement qu'avant, parce que ton métabolisme a baissé pendant le régime strict et tes hormones de faim se réveillent en force. Et 1 an plus tard, tu reprends le même régime. Parce que c'est le seul que tu sais faire fonctionner à court terme. C'est le cycle yo-yo classique. Et chaque cycle laisse des traces. Une composition corporelle plus mauvaise, parce que tu perds du muscle à chaque régime et le regagnes en gras à chaque reprise. Un métabolisme plus lent. Une relation à la nourriture plus dysfonctionnelle. Des études montrent que les personnes en cycle yo-yo répété ont une santé métabolique plus mauvaise que celles qui ont simplement stabilisé leur poids sans jamais être au régime. Ce qui est en commun à tous ces régimes. En regardant toutes ces approches, il y a quelque chose qui revient constamment. Elles demandent toutes une restriction consciente. Une bataille contre ton cerveau. Le régime hypocalorique te demande de manger moins que ce que ton cerveau veut. Le régime équilibré à base de glucides te demande de résister à des fringales constantes provoquées par ta glycémie instable. Le régime low fat te demande de gérer la faim constante provoquée par le manque de satiété. Le régime flexible te demande d'être obsessionnel avec tes calculs. Le régime tout ou rien te demande de vivre en montagne russe émotionnelle. Tous reposent sur l'hypothèse que tu dois combattre quelque chose. Ton appétit, ton métabolisme, tes fringales, tes habitudes. Et 95% des gens échouent parce qu'on ne peut pas combattre son propre corps indéfiniment. Pourquoi le keto fonctionne différemment ? Le keto ne fonctionne pas parce qu'il est plus restrictif. Il l'est, oui, côté glucides, mais ce qui le rend différent, c'est qu'il ne te demande pas de combattre ton propre corps. Il te demande de le rebooter. En supprimant les glucides, tu stabilises ta glycémie. Pas de pic, pas de chute. Pas de fringales provoquées par l'instabilité glycémique. En augmentant les graisses, tu manges quelque chose qui rassasie vraiment. Tu n'as plus faim constamment. Les signaux de satiété reviennent au normal au lieu de devenir un bruit blanc. En laissant ton insuline basse, tu arrêtes de signaler à ton corps « stocke tout en graisse ». Au lieu de ça, ton corps peut accéder à ses réserves de graisse pour l'énergie. Tu brûles ce que tu as. Et contrairement au régime hypocalorique qui provoque une baisse du métabolisme, le keto maintient et parfois améliore le métabolisme. Parce que tu manges assez de calories. Tu n'es pas en mode famine. Tu n'as juste pas besoin de manger aussi souvent. Ce qui change tout, tu ne combats plus rien. Tu ne comptes pas tes calories, tu ne résistes pas à des fringales constantes, tu n'es pas obsessionnel avec tes calculs.
Tu manges, tu te sens rassasié pendant 5 à 6 heures et tu n'y repenses pas. C'est radicalement différent. Les chiffres qui changent tout. Les études comparant le keto à d'autres régimes le montrent clairement. Une personne en déficit cassique perd en moyenne 0,5 à 1 kg par semaine, avec un sentiment de faim constant et une baisse du métabolisme. Une personne en keto perd en moyenne 1 à 2 kg par semaine, sans sensation de faim parce que la satiété est là, sans sensation de privation parce qu'on mange de bonnes choses. Et surtout, après 1 an, les personnes en keto classique ont souvent repris du poids. Les personnes en keto qui restent en keto, et beaucoup le font parce que ça marche et ça demande moins d'effort mental, gardent leur poids longtemps. Pas parce que c'est magique, parce que c'est biologiquement durable. Ce que cela veut dire pour toi. Si tu as essayé plusieurs régimes et qu'ils ont tous échoué, ce n'est probablement pas parce que tu manques de volonté. C'est probablement parce que tu étais en train de combattre une biologie qui était contre toi. Faim constante, glycémie instable, métabolisme à la baisse, besoin obsessionnel de compter, c'est pas une bataille qu'on gagne en forçant simplement. Le keto fonctionne pour beaucoup de gens, non parce qu'il est plus difficile, c'est généralement plus facile une fois adapté, mais parce qu'il arrête la bataille. Il aligne ce que tu manges avec ce que ton corps veut vraiment faire. C'est pas une solution magique pour tout le monde, mais c'est la première fois que beaucoup de gens expérimentent une perte de poids sans sensation de privation permanente. Les régimes classiques échouent parce qu'ils demandent une bataille quotidienne contre ton propre corps. Et on ne gagne pas contre sa propre biologie sur le long terme. Le keto fonctionne différemment. Ce n'est pas plus difficile, c'est juste qu'il te demande de changer comment fonctionne ton métabolisme plutôt que de simplement le combattre. Est-ce que tu as essayé d'autres régimes avant et qu'ils ont échoué ? Dis-moi lequel et comment t'as ressenti pendant. Ces histoires, les vraies, c'est ce qui aide les autres à comprendre qu'ils ne sont pas seuls. Abonne-toi si ce contenu te parle. À bientôt!